Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve après une petite semaine de deuil suite à la fermeture de Pixelborn avec un nouveau format. Vous pouvez d'ores et déjà d'ailleurs me soutenir en likant, commentant et partageant la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, voire en vous abonnant à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos évidemment. Comme d'habitude pour les pressés, la decklist se trouve en description de vidéo tout comme mes réseaux sociaux et on passe immédiatement à la construction du deck. Pour cette première vidéo sous ce nouveau format, on va s'intéresser à une decklist qui fait de plus en plus parler d'elle. Je veux bien évidemment parler de la decklist bleu-grise. Comment est-ce que je procède pour vous sortir, je l'espère, la version la plus optimisée à l'heure actuelle de ce deck là? Et bien tout simplement je me sers de la data que l'on peut trouver sur le site index.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce site recense toutes les compétitions, le maximum de compétitions sur Lorcana. Elle présente évidemment le classement que les joueurs ont obtenu sur ces différentes compétitions avec la decklist qu'ils ont joué. Pour du coup alimenter un petit peu la decklist que je vais vous présenter, eh bien j'ai collecté les meilleurs... Enfin, en gros, j'ai collecté toutes les decklists gris-bleu qui ont performé récemment, c'est-à-dire environ les 2-3 semaines qui viennent de s'écouler. J'ai compilé tout ça et j'ai réussi, en analysant un petit peu les données, on peut en détacher 3 catégories de cartes. Les catégories de cartes incontournables, c'est-à-dire celles qui font le cœur un petit peu de cet archétype. Le nombre en général, le nombre même ne varie jamais. Il faudra jouer ces cartes-là dans ce nombre-là pour prétendre avoir un deck compétitif. Ensuite, on a les cartes essentielles, c'est-à-dire des cartes que l'on retrouve dans toutes les decklists dont la seule variable en fait est un petit peu leur nombre, un petit peu des équilibrages en fonction des goûts de chacun, de la méta que vous pensez rencontrer. Et enfin, des cartes plus optionnelles qui, elles, peuvent être remplacées par autre chose si jamais la méta globalement évolue, si vous voulez polariser votre deck contre certains match-ups plus que contre d'autres, suivant ce que vous pensez que vous allez rencontrer. Bref, on passe tout de suite donc aux cartes qui forment le cœur de cet archétype là. Évidemment, le gris-bleu, c'est un deck plutôt objet. Donc on va forcément jouer les meilleurs objets que le jeu peut nous offrir. Évidemment, on commence avec 4 glaces à l'eau. Ensuite, avec l'arrivée du coup du set 4, on a évidemment eu un nouvel objet qui rentre parfaitement dans cet archétype là. C'est évidemment la sphère d'endurance. C'est un petit peu le pendant gris de la glace à l'eau, sauf que puisque quand vous allez la jouer, vous allez pouvoir piocher une carte pour un ancrable. La seule différence, c'est que lorsque vous bannissez cet objet, déjà lui ce n'est pas gratuit, il faudra payer 1, et par contre il vous donnera rempart à un de vos personnages. Ça peut évidemment être très fort dans un deck bleu-gris qui veut prendre le board et essayer de ne plus le lâcher. Donc évidemment, carte à jouer en 4 exemplaires. Ensuite, on reste dans les objets. C'est évidemment l'objet qui fait gagner les parties en gris-bleu ou en rouge-bleu. C'est évidemment le sous-fétiche, carte essentielle dans cet archétype là, en seulement 2 exemplaires. N'allez pas en jouer plus, ça ne vous servira à rien. Et enfin, l'autre objet qui est présent dans absolument toutes les decklists compétitives en bleu-gris, c'est évidemment la plume en forme d'arête. J'ai dû me tromper dans mon copier-coller. Voilà, la plume en forme d'arête, il n'y a qu'un seul R, pardon, qui elle est présente aussi dans toutes les decklists et évidemment en 4 exemplaires. Évidemment, on joue des objets, donc on veut la meilleure créature pour jouer avec nos objets, c'est bien évidemment le Flavorsham. Et là aussi, on va mettre 4 petits Flavorsham. Ensuite, comme je vous ai dit, ce deck-là veut prendre le board et évidemment
Qui dit prise de board dit évidemment Big Ben, grand-père horloge, qu'on va évidemment jouer en 4 exemplaires, tout simplement parce que une fois que le personnage touche le sol, il est hors d'atteinte, donc personne ne peut le cibler hormis avec des effets qui disent, qui ne proposent pas de choisir, et surtout il va donner résistance 1 à tout votre board, c'est tout simplement diabolique. La dernière créature qu'on voit en 4 exemplaires dans ces decks gris-bleu, c'est la fée clochette qui se chargera d'aller nettoyer le board adverse, puisque lorsque vous allez taper une créature, vous allez pouvoir ricocher des dégâts sur une créature qui elle n'est pas redressée. C'est tout simplement très très fort, et ça aussi elle est présente en 4 exemplaires dans les decklists bleu-gris. Globalement, avec cette base d'objets et ces 3 créatures là, vous avez le cœur du deck gris-bleu, et on va tout de suite s'intéresser aux cartes essentielles, c'est-à-dire les cartes qui sont du coup présentes dans toutes les decklists avec comme seule variable leur nombre. Et on va commencer avec, évidemment on joue du gris, donc on va jouer des chansons, notamment la chanson Tuons la bête, qui est présente en 2 ou 3 exemplaires, ça dépend un petit peu des choix de chacun, de la sensibilité de vous en tant que joueur. Nous, on va la mettre en 3 exemplaires, parce qu'avec l'omniprésence du vert gris, notamment avec les Bucky, c'est toujours intéressant de pouvoir les nettoyer assez vite. Ça prend aussi évidemment les Diablos, donc c'est une très très bonne carte. Vous allez pouvoir la chanter globalement assez rapidement, puisque vous allez le voir plus tard, mais vous allez aussi avoir quelques outils de rampe. Évidemment on joue gris avec des chansons, du coup on va pas se priver, on va forcément jouer la chanson un petit peu emblématique du gris, le Ce rêve bleu, qui en plus est un contre naturel au Bucky discard, puisque même si l'adversaire vous fait défausser et vous met globalement avec peu de ressources en main, un simple coup de Ce rêve bleu et vous vous retrouvez avec une main complètement pleine et qui peut vous faire respirer, et en général peut même vous faire gagner la partie. Comme je vous l'ai dit, on veut ramper un petit peu en début de partie. Alors on va évidemment jouer la chanson bleue Je vole en 4 exemplaires, puisque vous le verrez, il n'y a pas non plus beaucoup de tour 2 dans cette decklist là, donc 4 je vole, ça fait extrêmement du bien, ça permet de prendre très vite le large. Au tour 3, on peut jouer le Flaversham. Au tour 4, on peut déjà jouer un Tuons la bête si on est un petit peu embêté. C'est tout simplement incontournable dans cette decklist là. Et enfin, la dernière chanson qu'on veut jouer tout le temps dans un deck gris-bleu, c'est évidemment Quand soudain survint Zeus. On va la jouer en seulement 3 exemplaires, parce que déjà c'est une non-ancrable, donc il faut faire attention un petit peu au ratio de non-ancrable. C'est une carte qui va vous permettre d'aller chercher un lieu ou un personnage. Globalement ça tue beaucoup de personnages, donc une carte très très pratique. Vous allez pouvoir la chanter avec plein de vos personnages. Bref, vous connaissez sans doute cette carte là. Et enfin, donc là on en a fini avec les chansons essentielles évidemment, donc principalement des chansons grises. On va maintenant s'intéresser aux créatures qui sont évidemment incontournables dans ce deck là. Je veux bien évidemment parler du Tamatoa, puisque vous savez, si vous jouez des objets, il combotte monstrueusement bien avec les objets et avec ce brave Flaversham, puisque le Flaversham va bannir un objet pioché 2. Le Tamatoa, lorsqu'il arrive en jeu ou lorsqu'il est envoyé à l'aventure, va vous permettre de tout simplement aller chercher un de vos objets que vous aurez volontairement détruit ou que l'adversaire vous aura détruit. Donc n'hésitez pas à en abuser, puisque en plus en rejoignant un objet, vous allez tout simplement pouvoir repiocher avec Flaversham. Enfin, c'est un petit peu le combo en fin de partie pour ne jamais être à court de ressources, donc forcément carte essentielle. Certains en jouent que 3, moi je vous avoue que je préfère en jouer 4 le maximum. Ensuite on a le T2, donc je vous disais qu'il n'y en avait pas beaucoup d'alternatives à Je vole, et ben voilà l'alternative que je vous propose dans cette decklist là, c'est évidemment Monsieur Mouche en 4 exemplaires. Certains n'en jouent pas 4, moi je pense que pour passer certains match-up plutôt contrôle, voire très contrôle comme le bleu-rouge, un plan de jeu T2 avec Monsieur Mouche, si jamais, même à n'importe quel moment en fait, Monsieur Mouche, ça va tout simplement vous permettre pour pas cher de mettre une carte qui met une pression assez folle à l'adversaire,
d'autant plus que lorsque vous aurez votre Big Ben sur le champ de bataille, et bien tout simplement l'effet négatif du Monsieur Mouche n'arrivera plus, donc ça en fait tout simplement pour 2 une 3-3 qui leur 2 qui se prend pas de dégâts, c'est tout simplement monstrueux, donc forcément on prend. Et enfin la petite dernière dans ces cartes essentielles du bleu-gris, c'est l'ajout de la Ariel, collectionneuse de trésors, la nouvelle carte du set 4 du coup qui rentre parfaitement dans cette decklist là avec les sphères de vitalité, puisque c'est une 3-4 pour 6 non ancrables, killer 3 de base qui est hors d'atteinte, toujours très très puissant, et tant que vous avez plus d'objets en jeu que chaque adversaire, ce personnage va tout simplement l'aurer pour 5. Donc vous allez pouvoir évidemment le faire comboter avec le sous-fétiche, mais tout simplement poser une créature qui peut l'aurer 5, c'est monstrueux. On la joue qu'en 2 exemplaires parce qu'elle est 6 non ancrable, c'est plutôt une carte de late game. Si vous avez du mal à finir avec vos Tamatoa, ou si votre adversaire vous gère globalement un petit peu tout votre board, vous serez bien content de trouver une Ariel, parce que le principal deck qui peut vous embêter en fin de partie, c'est le bleu-rouge, et le bleu-rouge n'a aucun moyen de gestion sur vos objets, donc a priori vous devrez être tranquille de ce côté-là pour gagner en ayant plus d'objets que lui. Et si c'est pas le cas, là on attaque les cartes plutôt optionnelles, les cartes que tout le monde ne joue pas, mais qui pour le coup vont dépendre de votre sensibilité. Et moi je vous propose de jouer la bête colérique et aigrie, puisque cette carte elle est là depuis le set 1, elle avait un peu disparu au profit du comment il s'appelait, de Benja, pardon, qui lui a un effet lorsque vous jouez ce personnage, il arrive plus tôt, donc ça pouvait être un peu plus utile. Là en fait je vous propose tout simplement la bête qui coûte 5 ancrable, heureusement, qui leur 2 de base et qui est 4-4, et qui va vous permettre de, lorsque vous la jouez, de bannir un objet tout simplement. Pourquoi est-ce que on va jouer plutôt la bête plutôt que Benja? Eh bien tout simplement parce que la bête ne prend pas les principaux contres du rouge-bleu, puisque c'est principalement dans ce match-up là qu'elle va être utile. On va la jouer en seulement 2 exemplaires, puisque c'est une carte un petit peu tech qui va vous permettre de vous assurer de faire du lore avec votre Ariel, et donc de pouvoir gagner la partie, notamment contre des match-up, contre le match-up contre le bleu-rouge. Vous allez pouvoir faire le ménage. Elle prend pas Madame Médusa, elle ne prend pas Sissou, donc en fait une fois que vous l'avez joué, si l'adversaire ne la gère pas, ça fait quand même une 4-4 qui leur 2 à chaque tour, donc ça peut être très très embêtant. L'adversaire va globalement devoir mettre pas mal de ressources pour gérer la bête, et en plus la bête elle va tout simplement permettre à votre Ariel de vous faire l'aurer 5. Si vous avez le sous-fétiche, on n'en parle même pas, là c'est l'envol vers la victoire. Voilà, donc ça c'est la première carte un petit peu optionnelle que je vous propose. La deuxième, c'est évidemment, vu qu'on a beaucoup de Bucky discard dans la méta, et bien de tout simplement jouer 2 Baboom pour pouvoir tout simplement gérer le plus vite possible les Diablos avant que ça fasse complètement n'importe quoi. Évidemment, vous avez les Tuons la bête qui peuvent vous aider, mais voilà, le Baboom ça peut être une réponse parfaite lorsque vous êtes, en particulier lorsque vous êtes 2e joueur. Enfin en fait même si vous êtes premier joueur ça peut toujours être bien, c'est une petite carte qui coûte pas cher, qui est ancrable si jamais vous sentez que vous n'en avez pas besoin, ou tout simplement si vous êtes contre des match-ups genre contre un bleu rouge par exemple, vous avez certainement pas besoin de garder de Baboom, enfin de jouer des Baboom, donc autant l'ancrer. C'est une carte un petit peu tech qui s'ancre, c'est parfait. Autre carte un peu optionnelle, c'est pour se donner plus de possibilités en fin de partie. On va jouer 2 belles étranges demoiselles qu'on connaît depuis le set 1. Lorsque vous avez 10 d'encre ou plus dans votre réserve d'encre, elle va l'aurer tout simplement pour 5. C'est un petit peu une alternative à la Ariel. Pourquoi est-ce qu'on met pas 4 Ariel plutôt que des belles? Et tout simplement pour le ratio de non ancrable. Je préfère descendre un petit peu le ratio de non ancrable et incorporer des belles qui globalement vont toutes les deux l'aurer à 5 en fin de partie, plutôt que de mettre beaucoup de non ancrable et de risquer de se retrouver un petit peu bloqué pendant la partie. Ensuite c'est une carte que moi j'aime beaucoup. Alors celle-là elle est un peu plus... elle fait peut-être un peu moins consensus en tout cas, mais moi le libérer-délivrer, quand on joue un deck plutôt contrôle, je trouve que c'est toujours
al dente, ça se chante, donc ça ne vous fait pas perdre de tempo. Ça peut vous débarrasser d'une grosse créature, notamment je pense évidemment au match-up contre le bleu-rouge. Ça peut vous permettre de vous débarrasser d'un Tamatoa ou d'une maléfique, par exemple dragon, des grosses créatures qui sont chiantes à aller chercher, qu'on n'a pas envie de spécialement faire des trades contre ces créatures là, puisqu'on va certainement proposer de la value à l'adversaire, puisque nous on va perdre plus de créatures que ce que lui va en perdre. Donc je vous propose plutôt de libérer des livrets pour vous aider à vous en sortir dans les match-up un peu compliqué, vous n'avez pas envie de donner beaucoup de value à l'adversaire. Et enfin, la dernière carte un petit peu optionnelle, c'est la grand-mère Thala, qu'on connaît, hein, elle est jouée dans le bleu-rouge en 4 exemplaires. Je trouve que le fait de creuser un petit peu dans son deck, c'est toujours utile. C'est pas une carte du tout essentielle ou incontournable, c'est vraiment une carte optionnelle. Vous pouvez la remplacer évidemment par d'autres choses, on va voir juste après les cartes un petit peu qu'on peut modeler suivant nos goûts, nos préférences personnelles tout simplement, ou un petit peu des prévisions de ce qu'on va rencontrer. Moi j'aime bien en jouer 2 pour compléter le deck. On arrive ainsi à 60 cartes avec 18 non ancrables. Je trouve que c'est un ratio très très correct, d'autant plus dans un deck qui peut jouer des ce rêve bleu. C'est plutôt agréable. On a quand même 16 chansons, 14 objets. On y va pas avec le dos de la crière sur les objets. 2 actions, seulement les 2 petits babooms, des petites cartes optionnelles, et 28 personnages. Voilà pour la decklist globale. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux cartes qui peuvent rentrer dans l'archétype. On va commencer par une alternative à jeu vol si vous n'aimez pas les jeux vol, ou tout du moins si vous voulez augmenter le ratio de non ancrables, mais en gros si vous voulez jouer plus de cartes non ancrables que ce qu'il y a ici, mais que vous voulez pas trop dépasser les 18, et bien vous pouvez tout simplement remplacer les jeux vol par des Mickey Mouse détectives évidemment, puisqu'elles font... Ah bah non, pardon, c'est pas du tout... ça n'a aucun rapport avec le non-ancrable, c'est plutôt juste pour la présence sur le board, je dis n'importe quoi, puisque c'est évidemment une créature 1-3. L'adversaire va devoir gérer avec votre board. En gros, si vous trouvez que vous avez un début de partie, et comme vous pouvez le voir, oui, votre début de partie est assez pauvre en créatures, puisque vous allez jouer globalement que des Monsieur Mouche au T2. Vos premières créatures vont globalement arriver au T4. Alors évidemment, le T4, il s'atteint beaucoup plus rapidement puisque vous jouez des jeux vol, mais si vous pensez que vous avez besoin d'avoir un petit peu de présence sur le board, vous pouvez très bien enlever les jeux vol et mettre des Mickey Mouse. C'est le même principe. Si vous pensez avoir besoin d'être beaucoup plus agressif, beaucoup plus peut-être même plus de présence sur le board, vous pouvez également remplacer certaines cartes, par exemple pourquoi pas encore les jeux vol, ou pas les Monsieur Mouche, puisque principalement elles combattent avec les Monsieur Mouche, mais voilà, ça vous offre un T1, ce qui est toujours agréable plutôt que de juste jouer des objets, même si le principe de ce deck c'est bien évidemment de comboter avec les objets. Vous pouvez, si vous préférez, avoir plus de présence sur le board en early, avec des capitaines crochets qui vont comboter très très bien avec Monsieur Mouche, puisque avec ce tout simplement T1, T2, et bien en fait votre Monsieur Mouche va tout simplement l'aurer 2 tout le temps sans prendre de dégâts. Donc ça peut être pour un plan de jeu un peu moins contrôle, un peu moins late. Vous pouvez globalement enlever un petit Tamatoa, enlever des cartes du coup qui sont moins essentielles. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez enlever des Kansoudan sur Vanzos, enfin bref, vous pouvez enlever toutes les cartes, vous pouvez diminuer le ratio des cartes que je vous ai présentées comme essentielles pour faire rentrer des capitaines crochets qui vont rendre ce deck beaucoup plus agressif, beaucoup plus early tout simplement, et mettre un peu plus de pression à l'adversaire. Ça peut aussi être une alternative si vous voulez être plus early, notamment contre le bleu-rouge, mais aussi mieux tenir le board face à des decks comme le vert-violet. On sait que le vert-violet, s'il n'a pas le board, il est globalement derrière tout le monde. Donc pourquoi pas mettre des capitaines crochets pour faire tout ceci. Ensuite, toujours pareil dans l'idée d'être plus early, vous allez pouvoir jouer les petits Simba futurs rois,
qui vont vous donner un petit peu de tri dans votre main. Et si vous avez peur d'avoir trop de non ancrables, ça peut être un ajout intéressant puisqu'en fait il va tout simplement vous permettre de piocher une carte et de faire du quality advantage comme on appelle ça. En gros, vous allez pouvoir nettoyer votre main des cartes que vous n'avez pas besoin en piochant une carte supplémentaire et en défaussant la carte qui vous intéresse le moins, notamment des cartes non ancrables qui peuvent vous coller au doigt. Ça peut être une option très très intéressante pour tout simplement faire du quality advantage en début de partie. Ça vous donnera aussi évidemment un peu plus de présence sur le board, donc c'est à considérer si vous aimez les decks un peu moins risqués dans tous les cas. L'autre carte qu'on peut jouer, c'est évidemment encore un T2, toujours pareil dans l'optique d'avoir plus de présence sur le board. Vous pouvez, c'est pas du tout déconnant, remplacer les babooms par des balais magiques, puisque en plus de vous apporter de la présence sur le board, ça va être évidemment des chasseurs pour les diablos d'en face, puisque pendant votre tour, cette 2-3 devient insaisissable. Vous pouvez prendre un value trade sur les diablos d'en face, c'est tout simplement parfait également. Ça dépendra en fait de comment vous préférez jouer votre deck. Est-ce que vous préférez avoir plus de présence sur le board et être plus menaçant du coup en début de partie, ou alors est-ce que vous voulez vraiment tenter une decklist qui mise plus sur la fin de partie? Ce sera évidemment à vous de choisir. Et enfin, la dernière carte que on peut éventuellement considérer, c'est libérer les titans. Je sais plus exactement le nom, on va mettre les titans, libérer les titans, mais ER évidemment. Je fais plein de fautes d'orthographe, je m'en excuse. Vous pouvez tout simplement, donc là c'est pareil, ça va être pour aller chercher les objets en face. Si vous rencontrez beaucoup de matchs miroirs, vous allez peut-être vouloir tout simplement faire rentrer des libérer les titans pour aller casser les objets de votre adversaire. Ça peut éventuellement remplacer la bête si vous n'aimez pas la bête, si vous la trouvez trop lourde par exemple. C'est pas du tout déconnant de remplacer les bêtes par des libérer les titans. Ça fait le même effet en action. Bon, après vous n'avez pas la présence sur le board, mais après c'est une histoire de courbe et de préférence personnelle. Ça peut aussi tout simplement remplacer d'autres choses, hein. Enfin, en fait en gros vous pouvez ajuster un petit peu les ratios de cartes, bon sauf les cartes incontournables, mais toutes les autres cartes globalement vous pouvez ajuster les ratios pour faire rentrer des cartes un petit peu plus tech, parce que ça aussi c'est très fort contre les lieux. Si vous pensez rencontrer beaucoup de rouge-violet par exemple, on sait que la sortie que l'on déteste du rouge-violet, c'est évidemment T2 Flynn, T3 Sissou, T4 Château. Et ben le libérer les titans, ça peut tout simplement vous sauver un petit peu les miches sur ces sorties comme ça. Ça peut éventuellement vous aider contre le vert gris en allant détruire la crique le plus tôt possible pour après placer un bon petit soyez prête, un bon petit tuant la bête pour aller chercher les diablos, puisque s'ils sont cachés dans la crique, vous n'allez pas les chercher avec les tuons la bête. Donc en gros c'est tout un tas de cartes, de cartes un petit peu tech qui vont vous aider à polariser votre deck pour en faire le deck de vos rêves. Je vais l'appeler deck. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler juste test et on va le reparcourir ensemble. Mais globalement c'est le deck que moi je vous propose. Je vous propose quand même un petit peu ce qui se fait autour, puisque quand même il y a plein de choses intéressantes. Donc là vous voyez la courbe, globalement vous allez souvent avec les jeux vol sauter le T3, donc c'est pour ça qu'on jouera très peu de T3. Globalement c'est la plume en forme d'arête, tout simplement parce que vous allez peut-être préférer jouer directement un Flavorsham après un jeu vol. En fait ça va être vraiment une histoire de sensation de match-up. Vous allez, vous voyez que vous avez beaucoup de tour 5, ça va être vraiment le tour un petit peu pilier de votre jeu, puisque c'est là où vous allez commencer à développer vos Big Ben en particulier. C'est là que vous commencez à être menaçant avec toutes vos grosses chansons qui peuvent venir complètement bousculer le milieu de game, et ensuite vous tout simplement vous bifurquez sur la fin de game où là normalement vous êtes globalement très très fort. C'est tout pour cette decklist là. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et on va se retrouver quand même pour un tout petit peu de gameplay sur je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Untap, pour aller jouer contre l'IA. Bon alors oui c'est contre l'IA, mais au moins ça va
permettre d'illustrer un petit peu plus ce que je viens de vous présenter. Donc on se retrouve immédiatement sur Untap. Et on se retrouve donc pas du tout sur Untap, désolé, ça s'appelle tout simplement Inktable. Et pour le petit match test, on va tout simplement être opposé au vert gris discard. On va évidemment mettre en random et on va commencer la partie immédiatement avec la main de départ. Alors la petite icône veut dire que c'est une chanson. On va pouvoir mulligan. Alors on ne veut pas garder des cartes non ancrables, des cartes trop chères et des cartes de late game. Donc globalement on va garder un objet, une chanson et notre Flavorsham pour tout de suite commencer à être assez agressif. On a le Baboom pour aller chercher le Diablo d'en face, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pas vu qui commence, c'est moi du coup. On va tout simplement ancrer une carte et on va commencer par ancrer un libéré délivré et on va jouer. C'est pas très, je suis pas un pro encore. Évidemment, on va vouloir piocher une carte et on va passer. On a joué notre petite fortisphère qui nous permet de piocher quand elle est jouée. J'ai pas vu ce qu'il a ancré. Il a ancré We Don't Talk About Bruno. Il joue le Diablo, ce qui lui permet de voir notre main et il le shift immédiatement en défaussant un Baboom. Alors nous on est content parce qu'on a notre Baboom évidemment. On va commencer par ancrer une carte. On va ancrer une plume parce qu'on en a deux et on va tout simplement jouer un Baboom sur... là je le sélectionne, ouais voilà, j'étais pas sûr, je le sélectionne sur son Diablo et là en gros on lui a fait perdre énormément de value juste sur ce play là et on va tout simplement passer pour voir ce que notre adversaire nous propose. Il ancre une deuxième carte également et il ne fait rien tout simplement, donc là c'est évidemment tragique pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On pourrait jouer une plume en forme d'arête et ancrer un jeu vol. Ou alors bon, lui il va pas, a priori il va pas jouer d'objet. Donc on peut ancrer la bête sans souci. On va évidemment jouer la plume. On va jouer la capacité de la Fishbone Quill. Et on va se débarrasser de tout simplement de la... mince, j'ai mangé le vent de je vole. On va passer pour que notre adversaire puisse faire son tour. Il va en créer un troisième We Don't Talk About Bruno, on le voit ici en fait, et il va tout simplement rien faire. Alors est-ce que c'est l'IA qui est tout simplement mauvaise? Je ne sais pas. On va commencer par jouer... Ah mince, j'ai passé. Je me suis trompé. Bon alors là c'est très mal joué de ma part, je voulais évidemment jouer un Flavorsham. Il va enchaîner avec un Flynn Rider. Alors que je me trompe pas, je veux play a card, on va cliquer ici. On va évidemment détruire notre fortisphère pour piocher 2. Il nous reste 0 carte et on va en créer, je pense qu'on va en créer notre deuxième Flavorsham. Et là on ne peut plus rien faire. Alors c'est dommage, sinon j'aurais pu évidemment détruire son Flynn Rider. Bon pour l'instant il nous pose pas trop de problèmes parce qu'il fait rien. Il part à l'aventure pour rien. Ah non, il chante Let the Storm Rage On. Il nous inflige 2 et il va piocher une carte. Il a l'air d'avoir un peu de mal avec sa main. Alors est-ce que l'IA est complètement à l'ouest? Ça je peux pas vous dire. Là il nous propose quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'on va plutôt détruire son Diablo? Je pense que son Flynn n'est pas forcément intéressant à détruire vu qu'on a réussi à avoir une main complète depuis le début. On va chanter avec notre Flavorsham et on va aller détruire tout simplement le Diablo. Je suis pas très à l'aise encore avec Inktable, désolé si vous trouvez que je suis trop lent. Ensuite il faut qu'on fasse attention au nombre de cartes qu'on a. J'ai envie quand même de poser un Big Ben pour commencer à setup vraiment un gros board. La question c'est est-ce qu'on ancre? Je pense qu'on va ancrer Grand Mertala parce qu'on va pouvoir tout simplement chanter au prochain tour. On pourrait même utiliser la... Mais non, on va le laisser, tant pis. Lui il l'aura quand même pour un ce tour-ci. En espérant qu'il ne nous fasse pas défausser. Il joue encore un Diablo décidément, il avait une main assez étrange.
Il part à l'aventure, donc il gagne 1 de l'or. Il ouvre les hostilités au niveau du lore. Nous, on a tous nos personnages qui ont résistance grâce au Big Ben. On peut évidemment chanter tout de suite. On pourrait chanter ce rêve bleu. On va commencer par ancrer une carte. On va même utiliser une carte d'ability pour ancrer un ce rêve bleu. Donc là, on a 8 cartes. On peut évidemment chanter sans souci. Sing Switch Song, donc on va chanter ça. On va chanter avec Cogsworth. Là on va se refaire une main, on a 8 de mana, il en a que 6. Globalement on devrait être assez affreux pour lui. On peut déjà jouer une... Alors je pense qu'on va jouer un objet. Pour piocher, évidemment que je veux piocher. Flavorsham pourrait encore nous faire piocher d'ailleurs avant de faire notre tour. On va quest avec Flavorsham. On va détruire la Popsicle que l'on vient de piocher. On va piocher 2 cartes. Et je pense qu'on va tout simplement jouer l'Ariel, puisqu'elle va nous permettre de l'aurer pour 5 à chaque tour. Elle a hors d'atteinte et en plus elle a résistance plus 1 grâce au Cogsworth. Donc là on a fait ce que le deck veut faire. En gros on a pris l'ascendant sur le board. Je pense pas qu'il puisse... Alors là il va peut-être pouvoir nous faire défausser un petit peu. Mais globalement on s'est assuré... donc là il nous fait défausser je vole. Il a peut-être les Aladins. Mais là globalement nous avec la Ariel on va être globalement assez tranquille. Oula il commence à jouer pas mal de choses. Un petit tuon la bête, ça pourrait nous faire plaisir à ce moment-là. Ou alors après, on peut tout simplement bourrer avec un Tamatoa, remonter une plume. Enfin, remonter une glace à l'eau ou une sphère de vitalité. Ah mince, ah oui, par contre, il faut que je discarde une carte. Je pense qu'on n'a plus besoin de la plume, ou alors c'est la grand-mère. On va se débarrasser de la grand-mère. Donc là il a un board quand même qui lore assez vite. Là je sais pas pourquoi il... Ah ok, il veut taper notre Big Ben. Ah oui, il faut qu'on fasse attention quand on le fait chanter. De pas se prendre trop de choses désagréables dans les dents. Là du coup la Ariel elle se fait instant détruire. 2, 4, 6, ouais, ça fait malmener quand même. On va commencer par partir à l'aventure avec Flavorsham. Détruire un objet pour piocher 2. Donc là, la Ariel perd son bonus puisqu'on a le même nombre de... Oh! Et bien ça, c'est très bon. Puisque tout simplement, on va tout détruire. Donc on va chanter Tuons la bête. Donc là, on lui ratatine son board. Enfin, on lui... sauf la Ursula, mais c'est... largement suffisant ce qu'on vient de faire. On va jouer un Tamatoa. Récupérer une glace à l'eau. Je vais ancrer une carte. Je pense qu'on peut ancrer un Flavorsham. On va jouer une glace à l'eau. Notre Ariel... Donc oui, bien évidemment, on peut piocher. On va partir à l'aventure avec l'Ariel et là, on passe à la vitesse supérieure puisque là, on va... Oh, on a pioché le sous-fétiche. Je pense qu'on gagne au prochain tour, tout simplement. Donc voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu la deck tech qu'on vient de faire. Donc là, il va pouvoir m'enlever mon libéré délivré. Non, il m'a enlevé 2 autres cartes. J'ai pas vu, il en a joué 2. Ah non, il en a joué une, c'est que celle-là, il l'avait déjà sur le board. Oula, il shift son Robin des Bois. Il joue une crique. Là, c'est à moi de jouer. Donc là, on a largement de quoi se faire plaisir. On va jouer un sous-fétiche. On va utiliser la capacité du sous-fétiche. On va l'aurer 5. On va partir à l'aventure avec elle. Et on va finir la partie avec le
Tamatoa. Et voilà, donc en fait c'est un deck qui... bon, il veut quand même qu'on pioche les dernières cartes. Et là donc on a fini, bon voilà c'est bien évidemment moins bien que sur Pixelborn, je vous le concède aisément, mais ça permet d'illustrer un petit peu et de tester un petit peu les decks, donc c'est pas plus mal. J'espère évidemment que ce nouveau format vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire aussi ce que je pourrais améliorer sur ce type de vidéo là, hein, tous les conseils sont bons à prendre, surtout en cette période un petit peu trouble, où on sait plus trop comment faire. Alors peut-être que je pense que je vais aussi tester de faire des parties en remote, voire des parties filmées tout simplement au-dessus. Alors soit en remote, soit un contre un chez moi tout simplement avec des amis, des membres de ma team Alter Ego, pardon si je prends pas au bon endroit, j'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Bon, on sera pas présent à Bochum en Allemagne, par contre on sera présent à Bologne en Italie, donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire coucou, ça nous fera extrêmement plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me le dire en tout cas dans les commentaires pour savoir si je fais fausse route ou non. Je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!